Bienvenue, merci d'être venu et puis je suis ravie d'être parmi vous parce que je viens de Paris. Voilà, et puis merci aux organisateurs aussi de m'avoir invité. Donc je vais vous parler aujourd'hui de classes abstraites et pourquoi je n'ai plus de classes abstraites dans mon code. Et c'est grâce à ou la faute de, je ne sais pas comment vous voulez le prendre, mais c'est la faute à TDD. En vrai, je ne me suis pas rendu compte jusqu'au jour où j'ai eu une discussion avec un collègue que je n'ai plus de classe abstraite dans mon code justement. Et juste avant de parler de ça, laissez-moi me présenter. Je m'appelle Dora, pas l'exploratrice, mais Dora avec 2 R, Dora Bartaguiz. Je suis développeuse et coach craft chez Arola. Arola, c'est un cabinet de conseil à Paris et aussi un centre de formation. Donc on donne des formations sur tout ce qui est bonne pratique, TDD, BDD, tout ce qui finit en DD, DDD aussi. Et puis on intervient un peu partout dans le monde, hein, pas que à Paris. Je suis aussi co-auteure et illustratrice d'un bouquin qui vient de sortir en avril 2022 du coup, qui s'appelle Softwarecraft. Et on est 5 auteurs pour ce bouquin et on a mis pas mal de temps à l'écrire puisqu'on a passé pratiquement tout le confinement. Voilà, c'est le bon côté du confinement ça. Et vous pouvez me suivre sur Twitter Dora Bartaguiz ou voir ce que je fais sur GitHub, même si ça fait un moment que j'ai pas écrit dedans. Alors je suis aussi, où j'ai facilité un numéro spécial 100% féminin qui est sorti en janvier 2022. Du magazine Programmé, je ne sais pas si vous connaissez. Et j'ai été rédactrice en chef de ce numéro et tous les articles c'est 100% féminin, dans tous les articles qui sont écrits sont écrits par des filles, dev et non dev. Et quand j'avais lancé l'appel pour ce numéro, on avait en retour, il y avait tellement d'articles qu'on a dû enlever quelques-uns de ce numéro pour les mettre dans des numéros spéciaux. Donc c'est pour dire qu'il y a pas mal de filles dev dans notre monde, même si en apparence ça se voit pas. Donc voilà. Donc on revient à notre sujet, c'était justement pendant ou en cours de pair programming qu'on a eu justement une discussion avec un collègue où il me disait pour ce cas-là, je vois bien une classe abstraite qu'on va sortir. Et du coup, parce qu'on a un comportement commun entre 2 implémentations, on va créer la classe abstraite et on va faire ceci, cela. Et moi, je lui ai proposé plutôt de ne pas forcément tout de suite la créer et plutôt se laisser guider pas à pas par le TDD et on verra si à la fin la classe abstraite sera sortie ou pas. Et en fin de discussion, ce qui s'est passé, c'est que en fait, on n'a pas eu de classe abstraite. Et là, mon collègue a fait il y a peut-être un souci. Et rétrospective de ce qui s'est passé, et on s'est rendu compte effectivement que on n'avait pas besoin de cette classe abstraite. Et justement, c'est l'idée de ce talk-là. Alors, pour suivre, ou pour... ça, c'est une des illustrations du bouquin, entre parenthèses. Et pour suivre justement, pour vous présenter un petit peu la situation, j'ai choisi un besoin métier qui est assez simple. Alors il y aura potentiellement des trucs où vous vous dites ouais, on peut avoir plus complexe. Mais bon, l'idée en tout cas, c'est de partir sur une chaîne de garagistes. Donc imaginons qu'on est dans un SI de chaîne de garagistes et on a une US qui fait ou qui a besoin de calculer le total du coût d'une prestation à partir d'un montant hors taxe. Et il se trouve que notre chaîne, elle existe un peu partout en Europe, voire dans le monde, et on a 2 façons différentes de calculer. Là, j'ai pris 2 exemples en France et au Luxembourg. Ça a changé un petit peu, hein, mais à une époque, c'était au Luxembourg, on avait 2 taxes, 15% sur le matériel et 12% sur le service. En France, on a une seule taxe qui est de 19,6. Comme on aime bien les exemples, on va prendre un exemple. Donc le premier exemple pour la France, on a 150 € d'hors taxe et 19,6 de taxes, donc on va avoir un total. Et pour le Luxembourg, forcément, on va avoir 2 montants. Un montant pour le matériel et un montant pour le service. Et donc, on fait notre formule. Voilà. Comme on aime bien le TDD, on va faire tout ça en TDD.
Juste laissez-moi juste faire un petit tour de ce que c'est. C'est une méthode, j'imagine que vous connaissez, puisque vous assistez à une conférence Craft. Mais c'est une méthode créée par Ken Beck. Elle se caractérise essentiellement par l'écriture d'un test qui est rouge, et puis ensuite on va écrire le code de prod. L'idée en tout cas de cette méthode, c'est vraiment de fixer l'objectif du besoin et d'avancer pour avoir le comportement attendu. Ou du moins, le comportement attendu, il est décrit avant même de commencer le développement. Souvent, quand on parle de TDD, on pense à la boucle red, green, refactor. Donc, l'étape red, souvent, on va commencer, ça va être la première étape de notre développement. Ça correspond du coup à l'écriture d'un test rouge, et quand on dit rouge, c'est un rouge pour une bonne raison. Donc on va s'assurer que les données d'entrée de ce test-là correspondent bien à ce qu'on attend en sortie, quitte à le faire parfois avec le métier, et même souvent je vous invite à le faire avec le métier. Et puis la deuxième phase, c'est la partie green, où là, on va développer le minimum de code pour faire passer ce test rouge au vert, et sans forcément penser à tout type d'optimisation ou de refactoring. Donc l'idée vraiment, c'est de partir généralement en priorité de façon vraiment naïve, et on évite de réfléchir trop, en tout cas. Et puis arrive la troisième phase qui est le refacto, où là on va se concentrer sur comment on peut apporter des améliorations à notre code, voilà, comment on peut améliorer les choses. Donc si on revient à notre besoin, on a dit on a le calcul qui se fait de deux façons, la France d'un côté, le Luxembourg de l'autre. Juste avant de commencer à partir sur la partie implémentation, petit disclaimer, certains nommages vont potentiellement heurter quelques sensibilités. Donc, vous inquiétez pas, vous faites pas attention. Et puis, le code que vous allez voir, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est du C#. Donc, pour le garagiste en France, on a déjà déterminé l'exemple avec le métier. Donc, on va créer notre test avec la taxe, le prix, la classe qui va potentiellement calculer le total, et puis on attend un total en particulier. En termes d'implémentation, on va arriver à peu près à un truc qui ressemble à ça. En disant, on a le prix hors taxe, on a la taxe qui sont du coup en paramètre de mon constructeur, potentiellement, et je vais calculer la somme du prix hors taxe plus le prix hors taxe fois la taxe du coup. C'est simple? Cool. Et on va passer au Luxembourg. Et là, on va avoir pareil un autre test qui reprend l'exemple qu'on avait vu avant, avec les 4 valeurs de prix hors taxe du service, la taxe du service, le prix hors taxe du matériel et la taxe du matériel. Et on va avoir à la fin le résultat attendu. Et on va avoir une implémentation qui ressemble un petit peu à ça. Bon, on a factorisé un petit peu, de telle sorte qu'on sort un petit peu la méthode qui calcule la TVA, et la méthode qui calcule le montant hors taxe. À la fin, on se dit, oui, il y a peut-être moyen, déjà, comme on va utiliser les deux classes de la même façon, à peu près en mode stratégie, potentiellement, et déjà on a une interface commune, qui est implémentée par les deux classes. Et après, on se rend compte que finalement, on a potentiellement un comportement en commun, qui est le calcul du total, qui est la somme de la TVA et le montant hors taxe. Et donc là, naturellement, on va extraire la classe abstraite. Donc on va avoir une classe abstraite qui reprend un petit peu le comportement commun et qui a comme méthode abstraite le comportement attendu par les filles. Alors, petite parenthèse, une classe abstraite, c'est une classe qui ne peut pas être instanciée, mais qui peut avoir des méthodes abstraites qui, elles, vont être implémentées par les filles. Tout le monde voit ce que c'est la classe abstraite? Ok.
Cool. Donc du coup, l'idée, c'est de dire, on a deux méthodes qui sont abstraites, qui vont être implémentées par les filles. Donc chaque fille va avoir le comportement associé à ces méthodes. Là, la solution paraît très bien, puisque en plus, ça implémente ce qu'on a, le pattern que vous connaissez peut-être, qui s'appelle le template method. C'est un pattern qui existe c'est un pattern du Gang of Four. Et je disais, cette solution pourrait être très bien et paraît propre au final. Je ne sais pas si tout le monde est d'accord. Oui, il y en a qui disent moyen, ok. Eh bien, en fait, oui, ça paraît propre, mais il faut savoir les inconvénients de ce choix-là. Et justement, il y a pas mal d'inconvénients. Le premier, c'est que la classe abstraite, elle n'est pas instanciable. Donc, on ne peut pas créer des tests unitaires pour cette classe, potentiellement. Si on a envie de tester unitairement le comportement du total, on ne peut pas le faire. Il faut toujours passer par une classe fille pour le faire. Deuxième point, dans ce cadre-là, on ne peut pas tester unitairement les sous-calculs, même si ça n'a rien à voir avec la classe abstraite. Ça, c'est un choix parce que, de mon côté, j'ai choisi de mettre protected les méthodes. Et donc, je ne peux pas tester unitairement les sous-calculs. Mais surtout, qu'on va avoir l'impression d'avoir un test qui se répète, on va avoir le même test il y aura autant de tests que de classes filles au final. Parce qu'à chaque fois, on va calculer le total et donc on a l'impression, la sensation de se répéter. Et d'ailleurs, c'est le sentiment qu'on voit souvent chez les développeurs quand on commence à faire du TDD. Et on peut trouver une solution à ça en disant, oui, on peut créer juste un seul test, par exemple pour la France, pour le calcul total, et raté. Non? J'ai perdu? Voilà. Et du coup, on peut créer juste un seul test, par exemple pour une classe fille, et puis ne pas forcément répéter le test pour les autres. Dans ce cas-là, ce qui va se passer, c'est que, du coup, imaginons que le jour où, pour ma chaîne de garagiste, finalement, je vais fermer la chaîne française, enfin la partie française, du coup, je vais nettoyer du code et je vais supprimer toute la classe ou tout ce qui concerne la France, notamment ce fameux test, et du coup, je ne vais plus avoir de test qui vérifie mon comportement commun. Et là, je vois des têtes qui me disent supprimer du code, mais non, jamais. Mais on fait jamais ça, au cas où. Peut-être que les chaînes françaises vont se remettre sur le marché et donc on va reprendre le code tel quel. Ouais. En tout cas, il y a toujours cette sensation d'avoir le même test qui se répète. Le quatrième inconvénient, on va dire, c'est le couplage, où là, on a un couplage fort ou une dépendance entre les classes filles et la classe mère. D'un côté, c'est bien parce que le code est factorisé, tout est centralisé, on va dire, et quand on a une modification, elle est appliquée à toutes les filles. Mais il arrive, et souvent, et j'ai vu ça, que à force de vouloir factoriser, on arrive à des cas tordus où on va potentiellement devoir gérer des cas particuliers, type j'ai rajouté une filiale aux USA, sauf qu'aux USA, on prévoit de calculer un pourboire, par exemple, à partir du montant TTC. Et là, on doit changer le comportement en commun qui existe dans la classe de base. Et là, on est un peu embêté parce que du coup, on va se retrouver avec du code à rajouter qui est plutôt spécifique à une branche. Et notamment, avoir ce type de code où on va tester le type de la classe pour savoir si on est aux USA et pour pouvoir calculer le pourboire. C'est mal. Ou alors, on se dit, ouais, ok, la première solution c'est ça, je vais l'améliorer un petit peu. Le C# me le permet. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, on peut créer des méthodes virtuelles. Ça veut dire qu'elles peuvent être overridées complètement dans les classes filles. Et du coup, au niveau de la classe fille, je vais overrider cette méthode juste au niveau des USA. Et les autres classes vont rester telles quelles.
Sauf que qui dit changer le comportement de la classe mère dit corrompre le principe L de solide. Donc, si on résume, la classe abstraite, elle a plein de défauts. Le premier, c'est qu'elle n'est pas instanciable, donc on ne peut pas tester unitairement le comportement commun. On va avoir l'impression de répéter le test autant de fois que de classe phi dans l'optique de garder vraiment une couverture de code maximale. Et puis, on a un couplage et une dépendance forte avec la classe mère. Et là, vous allez me dire, mais la fille, elle vient nous parler qu'elle n'a plus de classe abstraite dans son code, et bien qu'elle nous raconte depuis 18 minutes comment arriver à une classe abstraite dans le code. Mais en fait, oui, parce que souvent, quand on fait du TDD, on s'arrête juste à la boucle red, green refactor. Et on va attaquer le code directement, un petit peu tête baissée, on va dire, dans le développement. Et c'est ce qui se passe, en tout cas, c'est ce qui s'est passé avec ce que je viens de vous montrer. C'est qu'on était parti, hop, j'ai deux pays à gérer, je crée un test pour le premier, je crée un test pour le deuxième, et c'est parti. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que avant d'aller directement dans le code et partir à écrire le premier test, il y a quelques prérequis liés au TDD que je veux bien vous présenter aujourd'hui. Et ces prérequis, c'est d'un côté la décomposition du problème. Donc effectivement, on se dit, il y a une partie France, il y a une partie au Luxembourg. Il y a le fait de sortir et de déterminer des exemples réalistes et avoir le maximum d'exemples possibles. Il y a la partie priorisation et on verra, il y a une partie aussi baby steps. Donc si on revient à notre problématique, effectivement, on a tendance à dire, ok, le problème est simple, on a d'un côté la France et de l'autre côté le Luxembourg. Sauf que si on part vraiment dans la décomposition, là, on va avoir une autre façon de voir les choses. Et on peut arriver à un espèce de schéma qui ressemble à ça, où on a effectivement le calcul du total. Si on part de droite à gauche, le total, il est obtenu par la somme du montant total hors taxe plus la taxe. Et le montant hors taxe est calculé de deux façons. La taxe aussi, elle est calculée de deux façons. Donc là, si on regarde, si on identifie un petit peu les composants qu'on a en termes d'implémentation, enfin, ou du moins ce qu'on va avoir à la fin, on va se retrouver avec trois principales composantes: le calcul du total, le calcul du montant hors taxe et le calcul de la taxe, et puis les deux dernières suivant les pays. Ou alors une autre décomposition suivant est-ce que c'est matériel ou service. Ça dépend du choix. Et là, on va se demander par quoi commencer. Et c'est là où on peut avoir deux approches qui se présentent à nous. Deux approches qui sont toutes les deux valables, qui peuvent être très bien utilisées chacune de leurs... Enfin, vous pouvez choisir une ou l'autre, comme vous pouvez choisir les deux à la fois. L'inside out et l'outside in. Alors, en inside out, appelé aussi approche classique ou Chicago School ou bottom up, l'idée c'est, si on imagine le code sous format d'arbre, comme là, l'idée c'est on va partir de la couche ou des composantes les plus basses jusqu'à remonter à la fonctionnalité globale. Donc si on reprend l'exemple de notre cas, on va partir de gauche à droite. Donc on va commencer par les calculs du montant, hors taxe et taxe, et puis faire la somme pour arriver à l'ensemble global. L'outside in, c'est un peu l'approche inverse, appelée aussi approche mockist, on verra pourquoi, London School ou top-down. Parce que tout simplement, quand on va décomposer notre problème en fonctionnalités, on va commencer par la fonctionnalité la plus haute, enfin la plante on va dire. Et puis on descend petit à petit. Comment ça se présente? C'est comme tout le reste n'est pas encore implémenté, on va créer des substituts. Et du coup, on crée la fonctionnalité A, on substitue la C, ensuite on crée la C, bon ça c'est fini.
Ensuite, on crée la B, on substitue la E et la D, et ainsi de suite, jusqu'à arriver à une implémentation où tout est là. Si on reprend l'exemple de notre chaîne de garagistes, bah, ça va être le sens contraire, donc de droite à gauche. Donc on va commencer par le calcul total en substituant potentiellement les composantes à l'intérieur, et puis arriver petit à petit jusqu'à avoir la totalité de l'implémentation. Dans notre cas, on verra plus tard, mais j'ai choisi l'inside out, parce que j'ai une préférence par rapport à celle-là, mais pour moi, on peut très bien partir sur l'une ou l'autre. Hein. Il y a pas de, même parfois, je combine les deux. Parce que d'un point de vue, en utilisant l'approche outside-in, comment dire, on attaque le sujet par rapport à l'utilisation. Donc on va avoir une vision globale de la fonctionnalité. L'inside out, bah, on va avoir la granularité la plus fine, et c'est par laquelle on va commencer. Donc là, si on revient à notre cas, maintenant qu'on a décomposé notre problème, qu'on va l'attaquer en mode, là j'ai choisi inside out, et ben la prochaine étape c'est de trouver des exemples. Les exemples, pourquoi? Bah déjà, parce que ça nous présente, c'est des cas concrets qu'on va rencontrer, donc c'est pour ça qu'on cherche des exemples réalistes. Et aussi parce que les exemples ont beaucoup de bénéfices. Ça permet de devenir des tests qui vont vérifier du coup le besoin attendu. Et ça permet aussi d'expliciter le besoin attendu. Parce que souvent, en créant des exemples, on va se rendre compte qu'il y a des cas particuliers que potentiellement on n'y a pas pensé. Et c'est là où c'est intéressant d'avoir des exemples. Donc, si j'ai un conseil à vous donner, c'est les exemples à consommer sans modération. Donc allez-y à fond. On revient à notre exercice. Pour le montant hors taxe, puisque j'ai décidé d'y aller en inside out, hein. Donc pour chaque fonctionnalité, je vais essayer de trouver des exemples. Et notamment pour le cas de la France, on a l'exemple qu'on a donné au début, le 150 €. On peut trouver un autre exemple à virgule pour dire que le montant il peut être aussi à virgule, c'est pas que de l'entier. Et puis simplifier jusqu'au bout, jusqu'à dire ça peut être un 0 qui retourne un 0. Et dire potentiellement que ça peut pas être négatif. Donc j'ai pas le cas d'un montant négatif. Pareil pour le Luxembourg, où là je peux même pousser un petit peu en disant j'ai un cas où j'ai pas de matériel, j'ai que du service, et donc ça me permet aussi de diminuer cette complexité-là et d'aller petit à petit vers la solution ou vers l'implémentation finale. L'idée aussi, c'est après de prioriser par rapport aux exemples, parce que comme on l'a dit, hein, les exemples, ça devient des tests. Donc quel est le premier test qu'on va écrire? Et là, on va prioriser de bas vers le haut dans ce cadre-là, dans ce cas-là. Ça, à partir du moment où on a identifié les exemples, on a défini un petit peu la priorité par rapport à comment on va avancer, c'est ce qu'on appelle les baby steps. Du coup, on a décomposé notre problème en créant des exemples, et à partir de ces exemples-là, on incrémente un petit peu la complexité pour arriver aux besoins attendus. Donc, pour notre cas, si on reprend le calcul de la pré-taxe, on va avoir côté français, c'est un retour de la valeur telle quelle. Par contre, côté Luxembourg, c'est la somme des deux. Pour la taxe, pareil, on va faire le même exercice. Donc on va avoir des exemples avec, bien sûr, réels et avec une complexité qui est croissante. Donc dans ce cas-là, on considère que le matériel est à 0 pour que comme ça, on simplifie le calcul. Et on avance par petits pas. Pareil, on priorise. Et on peut même simplifier en disant qu'au lieu de passer 19,6 pour le pourcentage, pourquoi ne pas passer, c'est du formatage, hein, des pourcentages en mode décimal, quoi.
Donc là, on va avoir pour le premier test des implémentations de type vraiment simple où on va avoir la taxe du coup, qui correspond juste au service pour le Luxembourg parce que le matériel, on ne l'a pas encore pris en compte. Quand on va prendre en compte le matériel, puisque ce n'est plus 0 mais c'est plutôt 50 €, là on va rajouter le calcul du matériel du coup. Et enfin, on va regarder du côté du coût de la somme du montant hors taxe et la TVA, où là, pareil, on va extraire encore une fois des exemples et on va avoir tout simplement une implémentation du type je prends la première valeur, la deuxième et je fais la somme et puis voilà. Cette implémentation, c'est un petit peu une implémentation assez naïve puisque je prends les paramètres en paramètres de ma méthode et je retourne le résultat. Il faut regarder au niveau de l'applant. Au niveau de l'applant, si je reprends mon test, je vais devoir créer mon objet Luxembourg. Je vais appeler de façon procédurale les deux méthodes qui calculent le montant hors taxe, le montant de la TVA, de la taxe, et du coup passer les valeurs en paramètres. Mais cette implémentation-là, elle est vraiment, comme je l'ai dit, c'est procédural. Je fais étape par étape pour finalement trouver le résultat. Il y a mieux, sachant qu'on utilise un langage orienté objet. Donc, on peut trouver vraiment une solution meilleure en injectant tout simplement l'objet price dans mon calculateur. Et du coup, ça m'évite d'appeler les deux méthodes l'une à la suite de l'autre et pour finalement injecter le résultat. Et donc là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'injecte du coup les classes price dans mon total calculateur. OK? Pour la French price, pareil, hein, je crée du coup mon French price que j'envoie dans le calcul, dans le total et je calcule le tout. Ce qui nous fait un schéma qui reprend un petit peu ce qu'on avait fait avant et surtout que à ce moment-là, j'ai fait tout simplement de la composition. C'est que au lieu d'appeler les méthodes l'une après l'autre en mode procédural, j'injecte les composants entre eux, et enfin l'un dans l'autre, et je fais de la composition du coup. Donc si j'ai pas de composition, je vais avoir une implémentation de type ça, avec une méthode, une classe qui n'a pas forcément d'objet ou de field, d'attributs. Et souvent c'est un smell, ça veut dire que potentiellement c'est pas à elle de gérer ce traitement-là. À une solution où finalement au total calculateur j'injecte un price et dans le calcul du total j'appelle les deux méthodes. Enfin je fais la somme en tout cas des deux méthodes. Et du coup je vais avoir de la composition de type le total qui utilise un price qui est implémenté de deux façons différentes. Cette solution me permet, alors si je reviens à la solution d'avant avec la classe abstraite, ce qu'on a vu, les inconvénients, c'est qu'elle n'est pas instanciable, le test se répète autant de fois que de filles, on va avoir du couplage et de la dépendance entre la classe mère et les classes filles. Dans ce cas-là, en fait, tout devient instanciable. Puisque même le comportement commun, je peux le tester indépendamment de tout ce qui est spécifique. Et il n'y a pas de test du coup qui se répète, puisque j'ai un seul test qui traite le comportement commun, et surtout que la dépendance est inversée. À ce moment-là, c'est les spécificités, le comportement commun dépend de la spécificité. Là, j'inverse la donne en injectant du coup le spécifique dans le générique, on va dire. Et du coup, si on veut gérer par exemple le cas du pourboire aux USA, on peut très bien dire qu'on peut carrément avoir deux types de calculateurs de total. Un par défaut, qui sera dans lequel on va injecter le French price et le Luxembourg, et un autre qui prend en charge les tips
et dans lequel on va envoyer l'USA. Du coup, un des principes simples, on va dire, un des principes de base aussi de la programmation orientée objet, et pas que objet d'ailleurs, c'est la composition. Donc, dans la programmation objet, on va insister sur le fait qu'il vaut mieux faire de la composition plutôt que de l'héritage. Et d'ailleurs, parce que je disais que la composition, elle n'est pas uniquement pour la programmation orientée objet. Côté fonctionnel, Scott Vlachin, si je prononce bien, si je prononce bien son nom de famille, souvent insiste sur le fait que promeut tout simplement la composition et utilise vraiment les Lego et les rails pour dire qu'avec des petites choses, on peut composer effectivement de grandes fonctionnalités. Tout ça pour dire que je n'ai plus effectivement de classe abstraite dans mon code, mais pas uniquement grâce à TDD, mais c'est grâce à TDD, aux baby steps, comme on l'a vu, la décomposition, l'identification des exemples et tout ça, et la composition. Donc vous savez tout maintenant. Donc si vous avez envie d'approfondir vos connaissances à propos du craft, vous savez ce que vous pouvez faire. Et merci beaucoup. Je ne sais pas s'il y a des questions du coup. Juste une remarque, au-delà des classes abstraites, c'est tout l'héritage en fait qu'on utilise quasiment. Tout à fait. Mais exactement. Enfin, c'est pour ça que là, la classe abstraite, c'est vraiment un cas concret où tout le monde dit c'est bien l'utiliser parce que ça factorise du code et on a un code en commun. Mais souvent, moi, ce que je conseille de faire, c'est que du coup, si vous pensez à une classe abstraite, pensez tout de suite du coup à extraire le code dans une classe à part qui va utiliser une interface qui correspond à tout ce qui est spécifique, comme on l'a vu pour le calculateur et les prices. Oui. Est-ce que selon vous, c'est toujours une erreur d'utiliser une classe abstraite? Parce que parfois, c'est en fait le bon choix. Est-ce qu'il y a vraiment des moments où c'est quand même intéressant, où il faut vraiment se poser à chaque fois la question et se dire non, là ça va pas, est-ce que c'est une vraie consigne, finalement, une vraie bonne pratique de ne pas l'utiliser? Parfois c'est justifié. J'avoue, j'ai pas vu encore de cas où ça justifie réellement l'utilisation d'une classe abstraite. C'est une facilité qu'on a dans le langage. Et parce que, effectivement, aussi parce qu'il y a le design pattern template method qui promeut aussi cette factorisation dans une classe abstraite, qui paraît effectivement être judicieuse. Mais moi je dis, souvent, on peut remplacer la classe abstraite par de la composition et pour rendre le code plus testable et plus modulable aussi. Parce que comme on l'a vu, le cas spécifique des tips, des pourboires pour les USA, on peut du coup le gérer à part. Et ça ne modifie pas le code existant. Donc ça garantit l'extensibilité de notre code. Merci. De rien. D'autres questions? Bon merci beaucoup.